Au cœur du désert de Sonora, où le soleil brûle toute forme de vie, le paysage change rarement du sable, des épines, et seulement parfois des traces asséchées d'anciens lits de rivière. Mais un jour, une équipe d'archéologues, armée de détecteurs de métaux et de drones, arriva. Un silence de mort régnait autour, seul le vent poussait le sable. Soudain, les appareils se mirent à biper, glaçant tous ceux présents sur place. Quelque chose de massif se cachait sous la couverture de sable. Les chercheurs firent venir de lourds équipements. D'abord, le sable s'en allait lentement, comme si quelqu'un avait délibérément enfoui l'objet très profondément. L'énorme taille de l'objet stupéfia même les spécialistes expérimentés. Au bout d'une journée, il devint évident qu'il s'agissait d'une découverte hors du commun. Les premiers fragments apparus sous le sable étaient du métal rouillé. En les observant, on reconnaissait bien la coque d'un énorme navire, un revêtement fait de plaques de fer rivetées, de poutres entrelacées, et d'étranges structures ressemblant à des éléments de pont. L'un des archéologues remarqua des inscriptions effacées sur la coque. Les mots étaient presque effacés par le temps, mais une police latine était à peine discernable. Le navire semblait avoir quitté le port récemment, bien qu'il se trouvât à des centaines de kilomètres de l'océan le plus proche, allongé sur le fond d'un ancien lit de rivière asséché. Il paraissait grotesque au milieu des dunes sans vie. Les travaux continuèrent de l'aube au crépuscule. De nouvelles parties de la coque furent mises au jour, les restes de la cale et l'arche géante de la superstructure. Couche par couche, les archéologues retiraient le sable, découvrant des fixations en fer, des fragments de rambarde et des bouteilles en verre brisées. Dans l'une des cabines, ils trouvèrent une vieille valise en cuir portant une étiquette avec des initiales. Par les fissures du compartiment d'en face, une faible odeur d'huile mécanique se faisait sentir dans la cale. Les instruments détectèrent encore d'autres objets massifs. Certains membres de l'équipe se regardèrent, surpris. Il était clair que ce n'était pas un simple navire abandonné. Personne ne pouvait comprendre comment ce navire avait pu finir dans le désert. D'après la carte, il était évident que depuis des siècles, aucune rivière n'avait coulé ici, capable de transporter un navire de cette taille. Pendant les fouilles, on retrouva des fragments de corps, des boutons en os, et des restes de vieilles chaussures. À l'intérieur de la passerelle, une paire de leviers de télégraphe rouillés et plusieurs panneaux décoratifs en acajou. Des photographies furent immédiatement envoyées au musée le plus proche, et les experts identifièrent la trouvaille comme un navire construit au plus tard au milieu du siècle dernier. Lorsque les excavateurs atteignirent la proue sous une couche de sable, le revêtement orné de monogrammes se mit à briller. D'étranges cylindres et des caisses brisées apparurent juste derrière. Certaines pièces étaient recouvertes d'émail aux couleurs vives, rarement vues sur les ponts des navires. Le sable refusait toujours de libérer la poupe, comme s'il cachait encore quelque chose d'important. L'excitation grandissait dans l'équipe à chaque découverte, et plus ils déterraient d'artefacts, plus l'origine du navire devenait claire. Parmi les sables, ce n'était que le début d'une histoire mystérieuse. Le temps passait, et les archéologues se préparaient à découvrir l'essentiel, ce que contenait la cale de ce gigantesque navire perdu au cœur du désert. Les objets détectés par les scanners dans le ventre de fer du navire promettaient quelque chose d'étonnant. À présent, personne ne pouvait imaginer ce que les archéologues allaient découvrir au centre même des dunes silencieuses. Les pelles raclaient le pont, soulevant de grandes nappes de sable dans l'air. Sous une couche de rouille et de débris, les contours de grands cylindres et de structures rectangulaires commencèrent à apparaître dans la cale. L'espace était étroit. L'air sentait le renfermer. La puanteur de l'huile mécanique se mêlait à l'odeur de peinture fanée par les années. L'un des jeunes archéologues, éclairant un étroit interstice avec sa lampe, fut le premier à remarquer quelque chose qui laissa l'équipe sans voix. Dans l'obscurité poussiéreuse, des centaines de corps métalliques étaient alignés, des phares brisés et les disques brillants mais fissurés, de taille gigantesque. Des pneus et des pièces difficiles à reconnaître étaient éparpillés partout. Les années les avaient recouverts de poussière et d'une croûte d'huile séchée. Les archéologues perdirent la notion du temps en fouillant ces piles de structures métalliques. Il y avait des carrosseries de voitures alignées en rang serré, comme prêtes à être transportées à travers l'océan. Certaines étaient protégées par des cadres en bois, et des étiquettes d'expédition décolorées, avec des noms de villes en anglais, y étaient encore attachées. Quelqu'un cria « J'ai trouvé l'emblème !» Et à ce moment précis, tous les archéologues accoururent. Sur la calandre avant d'une voiture, le logo d'une ancienne marque américaine était clairement visible. En y regardant de plus près, les spécialistes comprirent qu'ils n'avaient pas affaire à une simple ferraille, mais à une collection des modèles les plus rares encore recherchés par les collectionneurs.
Il y avait là de longs capots avec des phares arrondis, des sièges en cuir, et d'énormes volants en chêne verni. En touchant une des portières, un archéologue sentit un morceau d'émail bleu ancien se détacher. La couleur était étonnamment vive, non fanée par le temps. Au centre même de la cale se trouvaient de lourds véhicules clairement conçus pour transporter des passagers sur de longues distances. À en juger par les plaques d'identification, il ne s'agissait pas seulement de voitures, mais aussi de fourgonnettes, voire de vieux camions de pompiers. Ce qui était surprenant, c'est que certains portaient des inscriptions en français et en allemand. Les archéologues examinaient les coffres avec étonnement, dont beaucoup étaient encore fermés à clé. Dans l'un des salons, une carte routière pliable des États-Unis était encore intacte. Des journaux datant de la fin des années 40 étaient éparpillés sur le sol, et dans un coin de la cale, une boîte contenait des bidons d'essence. Il devenait clair que l'intérieur du navire abritait tout un concessionnaire automobile sous le ciel ouvert du désert. Certaines voitures étaient couvertes de bâches spéciales. Par endroits, le tissu s'était déjà désintégré, mais ailleurs, les surfaces vernies d'origine étaient restées intactes. La collection donnait l'impression d'avoir été livrée pour une grande présentation. Beaucoup de modèles étaient des éditions limitées. Parmi eux, il y avait même des prototypes absents de tous les musées. À l'arrière d'une des camionnettes, ils trouvèrent des cartons contenant des outils et un ensemble de pièces détachées, courroies, bougies, emblèmes en métal. Chaque plaque d'immatriculation et chaque vignette de transport était soigneusement enregistrée par les archéologues, presque avec révérence. Le sable qui avait caché cette caravane de fer pendant des siècles cédait maintenant la place aux éclairs des appareils photo et au scintillement des lanternes. Dans un coin reculé de la cale, il y avait des objets encore plus étranges, des cadres de bicyclettes, des fragments de motos, et même plusieurs voitures à pédales pour enfants presque intactes. Le plus inattendu était que certaines voitures étaient emballées comme un produit neuf. Il y avait des instructions sur les sièges et de fines feuilles de papier avec des spécifications techniques sur les tableaux de bord. Dans l'un des cartons, ils trouvèrent un trousseau de clés avec une étiquette où le nom de l'usine de Détroit était inscrit. À ce moment-là, tout le monde comprit que la découverte n'était pas seulement sensationnelle, elle était capable de réécrire l'histoire du transport des voitures par terre et par mer. Lorsque la tension atteignit son comble, l'équipe fit une autre découverte. Dans un des conteneurs, un ensemble complet de documents était caché. Outre des factures et des instructions, quelques photographies furent trouvées qui montraient clairement le navire lui-même amarré à un immense quai. Les archéologues examinèrent avidement les images, essayant de trouver au moins un indice sur la route de ce mystérieux navire et sur sa cargaison inimaginable. Mais même ces photos n'expliquaient pas comment cette immense armada de voitures avait fini enterrée dans le désert. Une question en engendrait une autre, et l'équipe se préparait déjà à découvrir comment ce navire géant avait atterri parmi les dunes de sable.